Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Média pour votre émission politique hebdomadaire, Les Indiscrets de Niels. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, il nous permet d'apporter chaque semaine les coulisses de la politique française. Et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire, cette semaine, appelez-le Rocky, pas Niels, mais Emmanuel Macron. Il a livré ses vœux aux armées avec un œil en moins. Vous allez voir pourquoi, en tout cas, c'est Niels qui va nous raconter tout ça. Et puis, on va parler également du budget. Vous l'avez vu, c'est toujours et encore le flou. On va revenir sur les négociations qui sont en cours. Niels a bien évidemment enquêté là-dessus. Et puis, notre dernier sujet sera consacré au procès en appel de Marine Le Pen et de ses petits camarades. Un procès, vous allez le voir, qui vient percuter les municipales avec un exemple édifiant à Perpignan. Allez, c'est parti pour les indiscrets. Bonjour Niels. Salut Amira, salut à toutes et à tous. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'il a, Macron, pourquoi il avait un œil comme ça, limite au beurre noir? Oui, c'est la question que se sont posées de nombreux observateurs, et puis même les téléspectateurs, en voyant le président porter des lunettes de soleil, dis donc, lors des honneurs rendus par les armées ce jeudi à Istres. Alors regardez les images, voilà, lunettes de soleil à la Top Gun. Alors c'est vrai que c'est peu conventionnel pour un président de la République. En général, on évite les lunettes de soleil en signe de respect pour les troupes. Alors, on s'est tous demandé, effectivement, nous journalistes, parce que bon, il faut, quand on est journaliste politique, voilà, et qu'on suit l'exécutif, les vœux aux armées du président de la République, c'est un peu le passage obligé, c'est un peu comme les vœux pour la galette qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, il y a les vœux aux armées. Bon, et c'est vrai qu'on s'est tous demandé ce qui se passait. Et réponse un peu plus tard, quand on a vu l'œil gauche d'Emmanuel Macron complètement éclaté de sang lors de ses vœux, voilà, donc aux armées, donc les vrais vœux cette fois, pas les honneurs. Je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Voilà, donc c'est un petit peu flippant. Alors, vous avez vu que le président a fait une petite boutade en expliquant que c'était l'œil du tigre. Alors, on s'est tous regardés en se demandant s'il se prenait pour Rocky. Plus sérieusement, j'ai posé la question à l'Élysée. Qui miracle, cette fois, Amira m'a répondu. Il a juste un petit vaisseau de l'œil qui a saigné. C'est totalement bénin, comme l'a assuré le médecin-chef, puisque le président de la République, évidemment, est suivi en permanence par un médecin des armées. En l'occurrence, il s'agit d'un colonel. Et c'est dire si l'affaire a suscité des spéculations, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur la santé du président. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le Palais prend la peine de nous répondre aux médias, parce que c'est vrai que notre couverture à gauche est engagée de l'actualité, ne nous vaut pas que des compliments. Oui, j'imagine. Voilà, donc c'est plutôt une preuve d'indépendance d'ailleurs. Bon. Mais voilà, alors en tout cas, selon mes informations, Emmanuel Macron était moins embêté par un éventuel problème de santé que par son apparence physique. Et oui, il est coquet, notre président, c'est ce que m'a confié ma source proche de l'Élysée. C'est intéressant finalement dans ce que ça dit de lui, ce rapport au corps. On en parle fréquemment dans cette émission. On en a parlé d'ailleurs, je crois, il y a 2 semaines, en évoquant effectivement les pompes qu'il avait fait à Abu Dhabi avec une partie de l'armée. Et finalement, on le sait, le président est obsédé par son physique, comme l'a confié l'un de ses anciens conseillers. Emmanuel Macron, effectivement, est obsédé par son apparence. Il est toujours bronzé et maquillé. Les cheveux sont coiffés plusieurs fois par jour, recoiffés. Il remet du parfum aussi plusieurs fois par jour. Il est dans le contrôle permanent, un peu comme un robot. Voilà, c'est ce que m'explique cet ancien collaborateur. Alors, un président obsédé par son physique, mais est-ce qu'il est plus obsédé que les autres politiques finalement ? Oui, parce que en fait, on se souvient notamment de Nicolas Sarkozy, qui nous imposait ses footings quotidiens, au temps de sa présidence, ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs, ou de Villepin qui émergeait tel Vénus de sa coquille de l'eau. Mais eux, en fait, c'est davantage dans une entreprise de santé. C'est pour convaincre les Français qui sont en possession de tous leurs moyens pour exercer le pouvoir. Avec Macron, on est passé à un autre niveau. On est dans une tentative de séduction. Souvenez-vous, par exemple, en mars 2024, les Français découvraient
découvrait un peu sidéré notre président en mode boxeur, les biceps tendus, les veines visibles sur le compte Instagram de sa photographe personnelle, Sozik de la Moissonnière. Un vrai concentré de testostérone, c'est une photo qui avait fait beaucoup parler, qui avait même été rapprochée de la propagande de Poutine. Alors, c'est un brin dur pour Emmanuel Macron, même si on est critique envers lui sur le média. Mais finalement, est-ce que l'attitude de Macron, elle n'en dit pas plus long sur notre époque et notre propre rapport au corps que sur le président lui-même, En presque 10 ans de pouvoir, ce président est passé d'un corps sec et fin à celui plus lourd et plus musclé, un peu comme un gym bro, comme on dit sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est une évolution qui suit celle de la société. Regardez le succès des salles de sport qui poussent comme des champignons en France maintenant depuis une dizaine d'années, les tutos de muscu sur YouTube, sur TikTok aussi, et puis tout ce vocabulaire autour de la salle de gym qui se déploie au sein de la génération Z. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Par exemple, Jordan Bardella, Julien Audoul au RN, Louis Sarkozy. Alors Louis Sarkozy, on ne sait pas trop le classer, mais on a bien compris que c'était plutôt à l'extrême droite. Ou encore Yann Brossat, plus étonnant, au Parti communiste français. Le sénateur de gauche partage même ses séances de sport au club de fitness et s'en sert effectivement d'arguments politiques. Regardez. Yann Brossat, lui, il témoigne avoir commencé la musculation après que Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, lui avait demandé d'arrêter de montrer des muscles que d'ailleurs il n'avait pas. Donc l'élu communiste, qui est maintenant sénateur, explique aussi que pour lui, la musculation, la salle de gym, c'est un moyen de décompresser et de se forger une carrure face à la violence du monde politique. Mais chez Macron, il y a une troisième dimension, outre la séduction, la protection, comme on vient de le voir, il y a un peu aussi peut-être la surcompensation. Le président a eu droit à des rumeurs sur son homosexualité supposée, d'ailleurs avec une vraie couche d'homophobie là-dedans, au moment de son élection et même pendant sa campagne avant, et les rumeurs ne cessent pas. Est-ce que finalement, pour lui, ce ne serait pas une manière de se viriliser, entre guillemets, d'une certaine façon, pour s'inscrire en faux face à ces rumeurs qui sont évidemment assez malveillantes à son égard? Évidemment, ça, on ne peut pas donner de réponse. On n'est pas Psychologie Magazine, mais il n'empêche que c'est très révélateur sur notre époque. Allez Nils, on va passer à notre deuxième sujet et tu vas peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair parce que là, le budget, on nage un peu. On en est où exactement au niveau des négociations ? Honnêtement, même pour les journalistes, c'est pas forcément hyper facile de savoir un petit peu, ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment difficile et délicat pour le gouvernement Le Cornu. Alors à minuit jeudi, je sais pas si c'est hier ou ce matin qu'il faut dire, mais en tout cas, il a suspendu l'examen du budget sur la partie recettes à l'Assemblée. Le Premier ministre donne désormais 4 jours pour réfléchir. C'est ce qu'a fait savoir Matignon, et ça ne plaît pas beaucoup à l'extrême droite, mais aussi chez les insoumis, forcément, qui ont dénoncé la manœuvre. Écoutez Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances, il n'a pas mâché ses mots. Le ministre en charge des relations avec le Parlement va sûrement interrompre les débats ce soir à 23h30 pour les recommencer la semaine prochaine. Alors je dois dire que vu qu'hier j'ai entendu le Premier ministre expliquer que les oppositions essayaient de gagner du temps et ralentir les débats, je pense quelque part que le roi est nu dans cette histoire, par rapport à ça. Voilà. Donc si c'est le cas, c'est vraiment... j'allais dire, une situation où le gouvernement, parce qu'il est incapable de faire passer un texte qui est minoritaire, joue avec le Parlement de manière éhontée. Je le dénonce à l'avance puisque j'ai cru comprendre que c'est ce qui va se passer dans quelques minutes. Merci. Voilà, il faut dire aussi que Matignon a ciblé explicitement le RN et la France Insoumise en jugeant dans un communiqué envoyé hier juste avant les JT, c'est malin, que leur obstruction, ou en tout cas leur volonté de voter le budget était un sabotage continu qui rend impossible l'adoption du dit budget par un vote à l'Assemblée nationale. Et effectivement, si la discussion était allée à son terme, le texte aurait été soumis au vote, et c'est ce que veut éviter le Cornu, puisque un budget en l'état serait rejeté à la fois par la droite, qui le juge bien tout simplement trop laxiste, et par la gauche, qui le juge trop rigoriste. Alors désormais, le Premier ministre doit choisir ce qu'il appelle le véhicule législatif pour faire passer ce fichu budget, donc pas par le vote, mais soit par le 49.3, soit par ordonnance. Dit autrement, le gouvernement a décidé de passer en force sur le budget. C'est ce que dénonce la France Insoumise à raison. Reste seulement à choisir la méthode. Alors, tu sais très bien ce que je vais te dire, Nils. Il me semble que Sébastien Lecornu avait quand même promis d'ailleurs au PS de ne pas utiliser le 49.3.
Oui, mais ça c'était avant, hein, et on le sait, ça change très très vite hein, au gouvernement. Désormais, le gouvernement organise le grand retour du 49.3 via des fuites savamment orchestrées dans la presse ou même chez les députés. Hier, par exemple, une rumeur de 49.3 a semé un début de panique dans l'hémicycle avant d'être abandonnée. C'est ce que révèlent nos confrères du Figaro. Alors j'ai posé la question à un député, la France Insoumise, hein, qui me dit en off, tout le monde est crevé avec ces débats sur le budget. On a tous envie de passer à autre chose. On siège de toute façon pour rien, puisque le gouvernement négocie directement avec le droite et le PS en coulisses. Alors, c'est pas complètement faux. Et le souci aussi, c'est que le camp présidentiel, notamment Renaissance, mais aussi Horizon, le Modem, etc., rejette en bloc avec le RN et la droite l'exigence de justice fiscale défendue par la gauche. On l'a vu sur la taxe Zuckman. Jeudi, rebelote, hein, l'amendement sur la surtaxe, sur les bénéfices des grandes entreprises, qui devait rapporter 6,3 milliards d'euros, a encore été rejeté par ce même camp qui prône officiellement la négociation avec la gauche. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, le Premier ministre doit annoncer des mesures hein, pour faire évoluer le texte initial du projet de loi de finances, tenter de proposer un compromis aussi de non-censure au PS, parce que pour le moment, quelle que soit l'option retenue, le gouvernement s'expose bien à une motion de censure. Du côté du PS, qu'est-ce qu'on dit ? Du côté du PS, on réfute tout procès en social traîtrise qui est agité par la France Insoumise. J'ai posé la question à Arthur Delaporte, député PS du Calvados, qui me dit si le gouvernement passe en force sur le budget, il peut sauter, c'est ce qu'on venait de dire. Mais un recours au 49.3 serait moins pire qu'un recours aux ordonnances. C'est aussi l'avis de François Hollande pour qui le 49.3 est la seule issue acceptable. Et désormais, Renaissance appelle le PS à accepter ce deal. Écoutez Sylvain Maillard, hein, député Renaissance, ce matin sur Télé Bolloré. Il y a deux choix, vous l'avez parfaitement dit, ou le 49.3. Mais dans ces cas-là, il faut que, je le dis aussi à votre micro, il faut que le Parti socialiste, parce que le Premier ministre avait fait cette promesse de ne pas utiliser le 49.3, pour le Parti socialiste, c'est pour avoir ces discussions qu'ont permis d'ailleurs le vote du budget de la sécurité sociale. Mais il faut que le PS appelle aussi le Premier ministre à utiliser le 49.3. Alors ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement choisit le 49.3, il devra subir 3 motions de censure successives, puisqu'il faut adopter les 2 parties du budget, recettes, dépenses, et puis le budget à proprement parler. De toute façon, il y aura à nouveau des navettes avec le Sénat. Bref, c'est un vrai chemin de croix. Pour corser une situation qui ne manque déjà pas de sel, le Cornu doit composer avec Emmanuel Macron, dis donc, hein, parce qu'Emmanuel Macron, lui, il verrait bien le gouvernement passer directement par ordonnance, ce qui serait beaucoup plus pratique, effectivement, pour lui. Et puis, il met la pression sur son Premier ministre. Hein. Alors, du côté de Matignon, on ne fait pas de commentaires officiels, mais en coulisses, ses conseillers s'agitent en expliquant que Sébastien Lecornu est un homme libre et qu'il sait dire non au président. Voilà, alors on va voir ce que ça donne. Lecornu, lui, pour mettre la pression sur les parlementaires, il agite à nouveau la menace d'une dissolution. Hein, on a appris ça cette semaine. Avec un petit twist en plus, hein, le couplage entre législative et municipale en cas de dissolution, car les élections qui suivent une dissolution doivent se tenir dans un délai compris entre 20 et 40 jours maximum. Donc, pour que le premier tour puisse avoir lieu, des municipales, hein, puisse avoir lieu le 15 mars, il faudrait donc que le président attende le 4 février avant de dire qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Donc on aurait à la fois les municipales et les législatives. Alors ça fait peur à beaucoup de députés que j'ai pu interroger entre 2 négociations sur le budget. C'était pas facile de les joindre cette semaine. Hein. Ils étaient soit en commission, soit dans l'hémicycle. En tout cas, une telle décision, ça offrirait un taux de participation inédit à des élections législatives, hein, pour les municipales. Les Français votent toujours plus pour les élections locales, tout en facilitant peut-être un vote de colère, hein, et de rejet en fait des élus. Et puis ce serait un cadeau aussi fait au Rassemblement national, parce que les projections montrent à ce stade que le parti d'extrême droite serait vainqueur, hein, de ces nouvelles élections. Et donc ça constitue évidemment une menace pour tous les autres députés. Et puis honnêtement, hein, la dernière dissolution, les dernières législatives ont lieu en 2024. Tout le monde au sein du personnel parlementaire, pas seulement les députés, mais aussi leurs collaborateurs sont épuisés. Pas sûr qu'ils soient d'accord pour repartir pour un tour. Bon, en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas en politique française. Alors là, on va passer à notre dernier sujet, Nils, sur le procès
en appel de Marine Le Pen et de ses camarades du RN. Ça en est où, cette histoire ? Oui, premier jour de procès, c'était mardi pour Marine Le Pen et ses petits camarades dans l'affaire dite des assistants du Parlement européen. Dans ce dossier, le RN ou le FN, c'est pareil à l'époque, est accusé d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 un système permettant de rémunérer des cadres et collaborateurs du parti avec des fonds du Parlement européen pour un préjudice estimé quand même à près de 4,5 millions d'euros. Premier revers pour l'un d'eux, la Cour d'appel a suivi l'avocat général en refusant d'accorder un report d'audience à Louis Alliot, l'ancien compagnon de Marine Le Pen, maire de Perpignan, vice-président effectivement du Rassemblement national, demandait que son cas ça disjoint des autres prévenus, car selon lui, un candidat à sa réélection ne peut pas en même temps être à Paris pour être jugé et en campagne dans la préfecture des Pyrénées-Orientales, donc à Perpignan. Eh bien, c'est non, répond la Cour d'appel, et donc c'est un camouflet pour l'édile. Dans ce dossier, le maire de Perpignan avait été condamné en première instance, le 31 mars, à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, avec une inéligibilité de 3 ans. Et en raison de son mandat en cours, il avait donc échappé à l'exécution provisoire qui aurait conduit à sa démission. Ce verdict qu'on aura dans quelques temps aura en tout cas des conséquences sur le volet, et ça va nous intéresser, des municipales. Et oui, parce que si la Cour d'appel confirme la peine de Louis Alliot, en l'assortissant d'une exécution provisoire, le maire de Perpignan serait contraint de céder sa place de maire et de candidat en mars, le recours en cassation n'étant pas suspensif s'il décidait évidemment d'aller en cassation. Alors à Perpignan, en tout cas, la campagne, elle n'a pas vraiment débuté pour les municipales, c'est ce que rapporte le quotidien régional L'Indépendant. Alors nos confrères sont souvent qualifiés par le maire RN de journal socialiste, voilà, en bon élu d'extrême droite, on s'en prend toujours à la presse, pourquoi pas. En tout cas, si sa bobine, elle passe sur toutes les télés en national quand il va au tribunal, Louis Alliot se fait bien plus discret au niveau local, tout juste une galette avec quelques fidèles le 7 janvier, mais des prises de parole minimalistes et rares en public. Et d'ailleurs, au niveau local, personne ne répond au RN. C'est un peu courage fuyant face aux journalistes. Pourquoi, effectivement, jouer la transparence ? Mais à Perpignan, il y a quand même du mouvement, puisque Louis Alliot semble en passe de réussir la fusion entre la droite et l'extrême droite au niveau local. J'ai appris que des macronistes et des figures de la droite locale, alors ces noms ne diront rien, effectivement, au niveau national, mais ça peut intéresser les abonnés qui nous suivent, les sociaux qui nous suivent sur Perpignan et dans le secteur. Alain Cavalière, Isabelle de Noël Marchezan et plus piquant encore, la campagne de l'ancien maire de droite de Perpignan serait en train de rejoindre Louis Alliot pour les municipales de 2026, ou en tout cas des discussions seraient en cours. C'est ce que m'explique le conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qu'on a souvent reçu sur le plateau et qui est bon connaisseur de la situation locale puisqu'il est résident à Perpignan. Alors un autre point sur ce procès qu'il est important de souligner, c'est que les médias finalement évoquent davantage le procès sur la base des conséquences à venir pour Marine Le Pen, et éventuellement sa non-participation à la présidentielle en 2027, et ils insistent moins sur le volet judiciaire. Regardez ce que dit l'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve. Il a remis l'église au centre du village en début de procès. Pour vous, la victime aujourd'hui, c'est bien le Parlement européen ? Ça a toujours été. C'est pas seulement aujourd'hui, ça l'a toujours été. J'ai le souvenir de certains responsables du Rassemblement national parler de Marine Le Pen victime. Nous ne nous trompons pas. La victime, c'est bien le Parlement européen. C'est bien au Parlement européen. Donc aux citoyens européens. Donc aux citoyens français, auxquels on a détourné et volé plusieurs millions d'euros. Voilà, un rappel bien utile. C'est bien le peuple français que Marine Le Pen et ses petits camarades sont soupçonnés d'avoir volé. Est-ce que ça aura des conséquences électorales ? Eh bien, c'est toute la question à venir. Évidemment, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Nils, pour toutes ces petites indiscrétions. On se retrouve bien sûr à vendredi prochain. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Et vous l'aurez compris, c'est malheureusement déjà la fin des indiscrets. Mais on se retrouve vendredi prochain. Et n'oubliez pas, cette émission n'existe que grâce à vous. Alors continuez de nous soutenir. On compte sur vous. Excellente suite des programmes sur le média et à bientôt.